Monsieur l'abbé Touvenot donc m'a demandé de venir vous en parler, je l'en remercie. Je voudrais d'abord donner le contexte historique de ce petit livre. Comme beaucoup, je suis arrivé au séminaire en 1979 dans l'ignorance totale du sujet. Libéralisme, antilibéraux, c'est quelque chose que je ne sais pas, car le séminaire, contrairement aux apparences, est là pour enseigner, et on apprend beaucoup de choses, et c'est un des points que j'ai évidemment appris au séminaire. Donc, au séminaire des Cônes, dans les séminaires de la Fraternité, il y a un cours spécial qui a été inventé par Monseigneur Lefebvre à la suite de l'enseignement qu'il avait reçu, pas sous forme de cours au séminaire français de Rome, et qu'il a appelé les actes du magistère. Donc c'est une présentation des grands actes des papes post-révolutionnaires sur les grandes erreurs modernes. Et Monseigneur Lefebvre a donné lui-même ce cours, pas toujours, il l'a donné pendant 3 ans, de 1979 à 1982, et j'ai eu la chance d'avoir la première année, 79-80, où il a donné ce cours. Et si vous voulez savoir ce qu'il y enseignait, vous pouvez lire le livre qui s'appelle « C'est moi l'accusé qui devrait vous juger », donc aux éditions Clovis. Et ce livre retranscrit la 2e année, donc 80-81. Et l'année suivante, il a fait la dernière année. Et ensuite, c'est d'autres professeurs qui ont pris le relais parce que ses responsabilités, ses obligations l'appelaient ailleurs. Et c'est au cours de ce cours, si je puis dire, des actes du magistère, que sous l'enseignement de Monseigneur Lefebvre, j'ai découvert, d'une part, les papes, bien sûr, qui sont l'objet propre, mais les auteurs et les œuvres que Monseigneur Lefebvre nous expliquait ou nous donnait en bibliographie, nous conseillait de lire. Et donc j'ai commencé, sous son impulsion, à étudier quelques auteurs. Et puis, est-ce que c'est un signe du destin ou de la providence? Pendant l'été, je suis allé dans une librairie, je suis tombé sur un gros livre, j'avais pas beaucoup d'argent, mais j'ai hésité, est-ce que je l'achète pas, et puis finalement, comme Monseigneur Lefebvre en avait parlé, tout ça, je l'ai acheté. C'était donc l'histoire du catholicisme libéral et du catholicisme social de l'abbé Barbier, des grands classiques, au moins sur le plan historique, mais bien sûr sur le plan doctrinal aussi, de l'antilibéralisme. Et donc je l'ai acheté, et je l'ai lu. Et à partir de ce moment-là, ça m'a intéressé. Je me suis intéressé à cette question, ayant lu cet ouvrage qui ouvre beaucoup de perspectives, ça m'a beaucoup intéressé. Et le règlement du séminaire conseille aux séminaristes d'approfondir, pendant le séminaire et puis pendant les temps de vacances, d'approfondir des questions doctrinales. Et donc, eh bien, j'ai choisi d'approfondir la question de l'antilibéralisme catholique en parallèle avec la question de la réforme liturgique conciliaire, qui sont les 2 objets de mes études, je dirais, parallèles à l'enseignement du séminaire pendant les 7 années de mon séminaire. Et donc, lorsque je suis arrivé à la dernière année de séminaire, j'avais accumulé beaucoup de lectures, j'avais pas mal de temps, j'avais accumulé des livres, j'avais acheté un certain nombre de livres au cours, je suis un peu bibliophile quand même, puis j'avais fait beaucoup de fiches sur tel ou tel auteur pour y voir plus clair, et je me suis dit que ce serait peut-être possible d'en faire très modestement bénéficier les autres de ce que j'avais pu accumuler, pour que c'est toujours agréable de démarrer avec un petit capital. Donc je me suis dit, si je transmettais ce petit capital que j'ai pu, un autre pourra faire mieux après. Et donc j'ai réalisé un travail très modeste, tant dans la forme que dans le fond, qui s'appelle donc l'essai bibliographique sur l'antilibéralisme catholique, qui est sorti sur les presses du séminaire des Cônes. Il s'est tapé à la machine, l'ordinateur, il n'existait pas trop, en tout cas je ne le connaissais pas. Donc en 1986, il est paru sur les presses du séminaire des Cônes. Il y en a maintenant pratiquement plus, il est pratiquement épuisé. Et en même temps, donc, j'ai fait la même chose pour la réforme liturgique, et donc j'ai sorti là aux éditions Clovis, j'ai sorti un petit livre qui s'appelle, qui porte petite partie de mes travaux sur la réforme liturgique, qui s'appelle La dimension écuménique de la réforme liturgique. Donc c'était des petits travaux d'étudiants pour ne pas perdre tout ce petit capital accumulé. Alors évidemment, j'avais envie, après avoir travaillé pendant 7 ans, j'avais envie de continuer, d'approfondir ce thème, et de produire, si c'était possible, une édition beaucoup plus complète
de ce travail sur la bibliographie de l'antilibéralisme, mais vous savez que les supérieurs de la fraternité ont le mauvais goût de penser que le ministère est une chose importante, donc ils vous jettent dans le ministère, et c'est un ministère très prenant. Donc j'ai été mis d'abord à l'école Saint-Michel de Nierne, et puis ensuite à la direction de Clovis. Et en même temps, il s'est trouvé que, par des circonstances X ou Y, je me trouvais amené à écrire quelques livres de circonstances, par exemple l'Église déchirée sur les Ecclésiadei, le Dieu mortel, les résultats de mon cours de philo, et puis la petite brochure Les mariages dans la tradition sont-ils valides, d'autres petits travaux comme ça, donc qui m'ont beaucoup pris, ce qui fait que ça m'a empêché de faire cette deuxième édition comme j'aurais souhaité la faire de ce livre. Mais même si j'ai beaucoup de travail et que j'ai autre chose à faire, comme ça m'intéresse, j'ai continué à acquérir des livres sur ce sujet-là, petit à petit, à compléter. Chaque fois que j'envoyais un, paf, je les mets en bibliothèque. À recueillir des informations, c'est que chaque fois que je passe dans une bibliothèque quelconque, je regarde s'il n'y a pas des choses qui pourraient être intéressantes, que je note. Et puis, donc tout ça, j'ai entassé tout ça pour un éventuel travail, me disant, au moins, le jour où j'aurai le temps, j'aurai une documentation. Mais en fait, le travail ne baisse pas, et donc je n'arrive pas à faire ce travail-là, et c'est un mirage, plus on avance, plus ça recule. Et en même temps, j'espérais qu'une génération de chercheurs, peut-être sortis de jeunes historiens, peut-être sortis de l'Institut Saint-Pédis, s'intéresserait ferait des thèses sur ce sujet, qui est un sujet très riche, très inexploré, très original, n'est-ce pas, en matière de thèse d'histoire. Il y aurait vraiment des choses très originales à faire. Malheureusement, on n'est pas accablé sous les thèses d'histoire sur l'antilibéralisme catholique. Donc, finalement, 25 ans après avoir commencé, je me suis dit, ça fait déjà une génération, le temps d'une génération, ça fait 25 ans. Je me suis dit, si j'ai pas le temps de faire un gros travail, j'ai peut-être le temps de faire un petit travail. Petite initiation rapide dans cette collection, ça inaugure cette collection, qui s'appelle Lapidaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, collection rapide, qui donne tout simplement les points de repère essentiels, et qui permettent à celui qui veut démarrer, qui veut commencer, qui sait pas, qui se dit qu'est-ce que c'est, eh bien d'avoir les petits repères de base pour se lancer dans la lecture des ouvrages. Donc ce livre n'a rien de difficile, il n'a rien de complexe, et au sens propre du terme, il n'est même pas un livre scientifique entre guillemets, si vous voulez. Il ne prétend pas, je dirais, exposer de façon scientifique le sujet. C'est une honnête vulgarisation pour les débutants. Donc c'est vraiment très, très simple comme projet, mais enfin, il vaut mieux ça que rien. Alors, maintenant que je vous ai donné ce petit contexte historique pour savoir pourquoi c'est un livre tel et non pas ce que j'aurais souhaité, moi j'aurais préféré un livre de 800 pages, mais pour l'instant il n'a pas lieu d'être. Ce qui m'intéresse, et ce qui vous intéresse, je suppose, si vous êtes là, ce qui est le sujet du livre, ça s'appelle libéralisme et antilibéralisme catholique, mais le sujet c'est l'antilibéralisme catholique. Donc l'antilibéralisme catholique, c'est un mouvement intellectuel assez typé, assez bien déterminé dans l'histoire de l'Église, qu'on peut comparer, bien sûr, comme mouvement intellectuel, pas comme contenu, qu'on peut comparer, par exemple, au romantisme. De même qu'on sait ce que c'est que le romantisme, on peut savoir ce que c'est que l'antilibéralisme. Il y a effectivement, quand on étudie le romantisme, il y a des écrivains qui précèdent et qui inspirent le romantisme. Par exemple, le grand écrivain qui inspire le romantisme, c'est bien sûr Rousseau. Il y a aussi des écrivains qui, après le romantisme, se rattachent au romantisme ou se réclament du romantisme après que le romantisme en tant que mouvement se soit arrêté suite au naturalisme et aux autres mouvements littéraires qui l'ont supplanté. Donc, nous le savons, si vous êtes un peu des historiens, un mouvement quelconque, un mouvement intellectuel ou autre, n'a jamais un début absolu et n'a jamais une fin absolue, mais a un début et une fin, même s'il y a une part de conventionnel qui existe, qui peuvent être déterminées.
Donc le romantisme, si on prend cette comparaison, le romantisme a un début, nous le voyons naître et puis nous le voyons s'achever. Eh bien, l'antilibéralisme catholique, c'est un mouvement comme cela qui a un début et qui a une fin en tant que tel. Il a des prédécesseurs, il a des gens qui s'en réclament, mais il est quand même typé dans le temps et il est situé dans le temps. Donc, parmi ces continuateurs, il y en a beaucoup, je suppose parmi vous, en tout cas moi, je m'inclus dans ces continuateurs, mais en tant que tel, ce mouvement a fait époque. Donc, au premier chef, et c'est une partie du livre, une question de date. Dater ce mouvement, ce que je nomme de façon pédante comme les historiens, la périodisation, pour savoir quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit. Alors, toute date, bien sûr, ça a une part d'arbitraire, mais je propose, avec, je pense, de bonnes raisons, de situer ce mouvement, l'antilibéralisme catholique comme mouvement intellectuel constitué, entre 1846, qui est le début du pontificat de Pie IX, et 1914, la fin du pontificat de Pie X, ce qui représente donc 3 pontificats, puisque entre les deux, il y a le pontificat de Léon XIII. 3 relativement longs pontificats, 33 ans pour Pie IX, 25 ans pour Léon XIII et 11 ans pour Saint Pie X, donc c'est des pontificats assez amples, et en fait, me semble-t-il, correspondant à ces 3 pontificats, nous pouvons dire qu'il y a 3 générations d'antilibéraux. Bien ce qui se chevauche, bien sûr, mais il y a 3 générations et 3 reprises des thèmes sous des angles différents en fonction des problématiques différentes qui sont liées en fait aux 3 pontificats. Avant le pontificat de Pie IX, la situation est un peu confuse. Il y a déjà des gens qui luttent contre ce qu'on pourrait appeler le libéralisme, mais ces gens sont souvent aussi intégrés dans les restes du gallicanisme, qui est issu donc de l'Église d'Ancien Régime. Ce qui fait que les ouvrages sont un petit peu plus complexes à situer et qu'il y a je dirais, les approches sont différentes. Après, c'est-à-dire après 1914 est la fin du pontificat de Pie XII, de Saint Pie X, mais c'est aussi et surtout la guerre de 14. Et la guerre de 14 est une rupture majeure de la vie intellectuelle, de la vie tout court, mais de la vie intellectuelle de l'Europe par 2 phénomènes. L'interruption de la vie intellectuelle, énormément de revues, de journaux cessent leur parution et ne reparaîtront jamais, et bien sûr le carnage, qui fait que beaucoup de gens sont morts tout simplement et qu'ils n'ont pas pu transmettre, qu'ils n'ont pas pu, passer le relais, et que ça va faire des ruptures très importantes. Et également les changements des situations, pour un certain nombre de raisons, mais j'ai noté en particulier la montée en puissance de l'Action française qui va déplacer les problématiques, notamment en France, et en général les conséquences de la guerre. Par exemple en Italie, les grands pays antilibéraux, c'est donc l'Italie et la France. En Italie, bien sûr, c'est Mussolini qui va là aussi changer. Monseigneur Benigni, le fondateur de la Sapinière, est un homme qui sera lié au fascisme, qui donc ça va un petit peu changer la considération des choses. Alors, tout mouvement intellectuel suppose qu'on réagisse contre une certaine situation. Sinon, il n'y aura pas de mouvement si on ne réagissait pas sur un avant qu'on critique ou qu'on veut changer, et également une certaine dose d'innovation. Sinon, ça sera la continuation de toujours, donc ça changerait. Donc un mouvement, c'est vraiment réagir et innover. En l'occurrence, dans l'antilibéralisme, le nom lui-même le dit, c'est principalement la réaction qui est inscrite dans le nom que l'histoire lui a donné. L'antilibéralisme catholique, c'est anti-contre. Romantisme, je dirais, le mot même ne porte pas une réaction, mais antilibéralisme, ça porte une réaction. Et cette expression d'antilibéralisme catholique, donc de réaction, doit se prendre en 2 sens.
il y a antilibéralisme, 3 petits points, catholique, c'est-à-dire le refus du libéralisme d'un point de vue catholique, et il y a anti-libéralisme catholique, le refus du libéralisme catholique. Vous voyez ? Donc une équivoque, une polysémie dans le mot antilibéralisme catholique, puisqu'il est en fait sous 2 angles. Le refus du libéralisme vu d'un point de vue catholique et le refus de l'antilibéralisme catholique. C'est ce qui fait en même temps la richesse de ce mouvement, puisque en fait il se situe sur 2 plans. Et c'est pour ça que le livre commence par 2 chapitres, un chapitre sur le libéralisme et un chapitre sur le libéralisme catholique, puisque l'antilibéralisme se définit contre le libéralisme et contre le libéralisme catholique. Alors, vous le savez, les philosophes et les historiens le savent, et en tout cas je l'espère, que toute nomination, surtout quand elle est imposée par l'usage populaire, est à la fois très caractéristique, elle situe certaines choses, mais en même temps elle constitue une forme de réduction. Et l'antilibéralisme n'y échappe pas. C'est-à-dire que le mot même antilibéralisme est réducteur de la richesse de ce mouvement. En fait, l'antilibéralisme se dresse contre une série d'erreurs dont le libéralisme fait partie. Il ne se dresse pas seulement contre le libéralisme. Et donc on prend la partie pour le tout. C'est une forme littéraire, prendre la partie pour le tout. Et en même temps, bien sûr, le côté combat suppose de promouvoir une vérité, de promouvoir une doctrine qui est somme toute plus importante encore que le combat contre l'erreur, mais qui n'est pas dans le nom. Dans le nom lui-même, il n'y a pas, si vous voulez, le côté positif. Donc en fait, dans cette nomination, il ne faut pas oublier qu'il y a une réduction à une erreur parmi d'autres qui auraient été combattues par les antilibéraux, et évidemment, il y a tout l'aspect positif. Alors, on dit combat contre des erreurs, mais il faut évidemment essayer de les réduire à une seule pour y voir plus clair. Parce que si on partait dans tous les sens, on ne voit pas en quoi le mouvement serait unifié. Et si je puis m'exprimer ainsi, pour moi, le nœud de l'affaire, ce contre quoi combattent les antilibéraux, c'est la notion d'indépendance. Je pense que ce terme résume bien la problématique, l'indépendance. Indépendance de l'homme par rapport à Dieu. C'est ça que ça signifie, c'est pas une indépendance nationale ou des choses comme ça. C'est l'indépendance de l'homme par rapport à Dieu. Mais également l'indépendance de l'homme par rapport à ce qui est l'expression de Dieu. Parce que l'indépendance de l'homme par rapport à Dieu, on pourrait dire, ça c'est vraiment le péché de Lucifer exprimé de façon nette et précise. C'est pas à cela que d'abord et avant tout on s'attaque, parce que ça c'est tellement énorme que c'est assez facile. Donc, indépendance de l'homme par rapport à Dieu, par rapport à ce qui est l'expression de Dieu, la révélation surnaturelle. L'Église catholique, la loi naturelle, l'expression de Dieu, la nature, l'existence d'une nature, l'autorité. D'ailleurs, à chaque fois on baisse, si vous voulez, de niveau, on est du plus haut surnaturel à des choses qui s'inscrivent de plus en plus à l'intérieur de la nature, mais qui expriment Dieu. Et même l'indépendance par rapport à ce que j'appelle le fantôme de Dieu, c'est-à-dire les grandes idéologies modernes qui structurent une vie humaine, une vie sociale, et qui sont encore des reliquats de, même très imparfaits ou très, à certains égards mauvais, qui sont des reliquats de l'idée de Dieu, de l'idée de l'autorité, de l'idée d'une nature. Et cela, le libéralisme va finir par le combattre. Comme on le voit actuellement, on est dans cette dernière étape où carrément, on a bien sûr balayé tout ce qui est Dieu, tout ce qui est expression de Dieu réel, et même les fantômes de Dieu sont en train d'être évacués. En fait, donc cette indépendance, c'est l'homme veut se donner à lui-même, sans réserve ni limite, et là c'est vraiment très important,
sans réserve ni limite, sa règle, sa fin, son but, son sens, son destin, sa nature, se crée à lui-même l'orientation, le sens et la justification de sa vie. Et je vous conseille, puisque nous célébrons cette année, entre autres, le centenaire de Jean-Paul Sartre, je vous conseille un excellent livre, disons, pour comprendre ce que je vous dis dans cette notion d'indépendance, qui est écrit en français, c'est pas toujours évident chez Sartre, enfin, c'est compréhensible, qui s'appelle « L'existentialisme est un humanisme », qui est en fait une conférence qu'il a faite. Et c'est très bien écrit, très bien, et c'est facile à comprendre, c'est relativement facile à comprendre, et il expose ce projet d'indépendance absolue de l'homme qui se donne à lui-même sa nature et son sens, son destin. Et je vous conseille, si vous voulez bien comprendre cette notion d'indépendance, elle est assez bien, je l'ai exprimée dans d'autres livres, mais elle est assez bien exprimée dans ce petit livre de Jean-Paul Sartre, « L'existentialisme est un humanisme ». Et cela va s'exprimer dans la religion. Donc dans la religion, c'est Luther qui lance la chose, n'est-ce pas? Dans la philosophie, là c'est Descartes qui lance la chose. Dans la morale, dans la vie économique. Alors, la vie économique, c'est un sujet que je n'ai pas abordé parce qu'il est un petit peu complexe, parce que le libéralisme économique est un mot un petit peu surdéterminé, parce qu'il signifie plusieurs choses à la fois. Il signifie le libéralisme en économie, c'est vrai, et il signifie une économie non dirigiste, une économie où règne une certaine liberté. Ce qui fait que c'est un peu plus complexe, et c'est pour ça que je l'ai laissé de côté. J'ai préféré me restreindre à l'aspect plus philosophique, mais ça mériterait. Le livre de l'abbé Barbier est très caractéristique, Histoire du catholicisme libéral et du catholicisme social. Lui, il s'est intéressé à cette dimension que j'appellerais économico-sociale. Mais dans une petite introduction, je n'ai pas voulu, c'était trop compliqué. Donc dans la morale, dans la vie économique et dans la vie politique. Et c'est dans la vie politique qu'à proprement parler, cela prend le nom de libéralisme. Dans la religion, c'est plutôt le naturalisme. Dans la philosophie, c'est la philosophie autonome ou le rationalisme, etc. Mais c'est dans la vie politique qu'au sens propre, on appelle ça le libéralisme. Donc, c'est dans ce domaine politique, qui nous intéresse au premier chef, qui est en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle en philosophie le principal analogué, c'est-à-dire ce qui représente le plus fondamentalement l'idée d'indépendance. Donc dans ce domaine politique, la norme, disent les libéraux, ne va pas être la vérité. En libéral, il n'y a pas de vérité en soi. Elle ne va pas être l'autorité, parce que l'autorité, c'est encore Dieu. L'autorité, ça vient des étymologies qu'on donne. Auctor, celui qui est l'auteur, et l'auteur de la création, c'est Dieu, et c'est la source de l'autorité, c'est Dieu. Donc, c'est ni la vérité, ni l'autorité, mais c'est la liberté. Ce qui va être norme de cette vie politique, c'est, pour les libéraux, pour le libéralisme, c'est la liberté, qui est conçue indépendamment de la vérité, puisque justement la vérité est mise de côté, et donc elle est conçue comme indifférence de choix. Pour le libéral, ce qui définit la liberté, c'est grosso modo de faire ce que je veux. Mon choix est indifférent, je le décrète de façon souveraine sans avoir de compte à rendre à personne. Cependant, le libéralisme, qui est une théorie quand même structurée, qui est une théorie élaborée, se rend bien compte que si seulement l'indifférence de choix était posée, la vie sociale deviendrait impossible. Parce que si chacun fait ce qu'il veut de façon absolue, c'est l'anarchie, le chaos absolu. Et donc, le libéralisme pose un principe limitatif de cette liberté. Il comprend, il conçoit, il concède que la liberté ne peut pas être absolue. Et ce principe limitatif de cette liberté, c'est la liberté des autres. Selon le principe, ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Puisque
je ne suis pas dans un monde où je suis seul, il y a d'autres êtres qui ont eux aussi la liberté, c'est donc la coexistence des libertés qui va être le principe limitatif de ma liberté. Mais en dehors de ce principe limitatif qui est la liberté des autres, il n'y a pas de principe limitatif. La liberté est ce que je veux en faire. Bien sûr, donc, vous l'avez compris, ce libéralisme n'est pas apparu comme ça, en claquant du doigt, et puis voilà, le libéralisme arrive. Non, il s'est construit au cours d'une certaine période de temps. Donc, on en a déjà parlé, redisons-le. Religieusement, il s'est construit avec Luther. Philosophiquement, avec... C'est les grandes têtes de chapitre. Ensuite, il faut évidemment affiner. Philosophiquement, donc avec Descartes et Kant. Politiquement, avec les philosophes du XVIIIe siècle, qui ont aussi une part religieuse, puisqu'ils quittent la révélation surnaturelle, hein, ce sont des naturalistes, les philosophes, des déistes naturalistes. Et puis aussi, également politiquement avec Rousseau, le contrat social, tout ça, mais Rousseau, c'est celui qui construit le libéralisme passionnel, n'est-ce pas, qui ouvre la voie au romantisme, bien sûr. Et ce libéralisme trouvera son aboutissement intellectuel et humain au XIXe siècle, où sur toute l'Europe, de puissants mouvements politiques porteront son nom. Les partis libéraux seront puissants au XIXe siècle et diffuseront, réaliseront, disons, ces doctrines, avant, si vous voulez, de se dissoudre comme corps constitué. Le libéralisme ne va pas passer en tant que corps constitué le cap du XIXe siècle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est devenu tellement consubstantiel à la société qui ne se distingue plus de la société elle-même, si vous voulez. L'atmosphère du monde est devenue libérale, donc il n'y a plus besoin de grands mouvements libéraux, puisque l'ensemble des structures et des modes de pensée sont elles-mêmes imprégnées de ce libéralisme. Donc le grand moment du libéralisme, c'est le XIXe siècle, où vraiment il y a des grands mouvements politiques qui sont, bien évidemment, tous ces mouvements qu'en France on a connus, le mouvement républicain laïque, si vous voulez, c'est très typique de ce libéralisme. Alors, la critique du libéralisme, puisqu'il s'agisse bien antilibéralisme, ici nous sommes donc dans la critique du libéralisme, c'est antilibéralisme catholique, c'est le premier sens du vocable. Donc, critique de fond du libéralisme, c'est évidemment une élucidation de la vraie notion de liberté, puisque le libéralisme s'appuie sur la liberté, et bien pour le réfuter, il faut étudier, analyser la liberté, la vraie notion de liberté. Et dans la définition que donne le libéralisme de la liberté, le libéralisme le définit, si vous voulez, comme pouvoir d'opérer par soi-même, cette indépendance, pouvoir de réaliser sa propre vie, et il oublie l'élément essentiel de la définition de la liberté, c'est un pouvoir d'opérer par soi-même dans le bien. Et ça change tout. Cette dernière et capitale précision qui est absente du libéralisme et qui explique, évidemment, les erreurs du libéralisme. La notion de liberté, c'est le pouvoir d'opérer par soi-même dans le bien. Donc, la liberté est ce qui nous distingue des animaux. Les animaux, comme dit très souvent saint Thomas, sont déterminés ad unum, c'est-à-dire que les hirondelles font toujours le même nid. Il y a quatre races d'hirondelles en France, et elles font quatre sortes de nids différents. Et l'hirondelle de la race 1 ne fait pas le nid de la race 2. L'hirondelle fait le nid de sa race. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, son genre, je ne sais pas quoi, peu importe, son espèce. Bien. Et l'animal possède en lui-même, donc il est mobile, l'animal fait ses actions, il construit son nid, il fait ses petits, il cherche sa nourriture et tout ce que vous voulez, mais il a en lui non seulement le but, mais l'ensemble des déterminations qui l'amènent au but. Et il n'a qu'une seule façon de procéder, c'est pour ça que saint Thomas dit souvent, celui d'Aristote, déterminatur ad unum. Tandis que l'homme, eh bien, il a un but, et
grosso modo, on va le faire simplifier si vous voulez, parce qu'il y a des buts intermédiaires, mais c'est Dieu, c'est d'aller vers Dieu, mais il n'est pas déterminé dans les moyens d'y aller. Il va choisir, déterminer lui-même les moyens d'y aller. À la fois d'une façon très grossière, je dirais, le bon Dieu ne nous a pas dit quelle sorte de maison il fallait faire. Alors les Africains font des cases, les autres font des huttes, nous on fait des HLM, tout ce que vous voulez. Le bon Dieu ne nous a pas dit comment il fallait construire nos maisons, mais également, plus finement, plus profondément, quand vous regardez la vie des saints, par exemple, eh bien les saints sont des gens qui sont totalement donnés à Dieu, mais avec une variété incroyable, et ils réfléchissent et ils prennent des décisions. Le bon Dieu qui est là, les obliger d'une façon ou d'une autre, hein. Bon Dieu les illumine de sa grâce, etc. Et ils prennent des décisions en fonction des circonstances, en fonction de leur tempérament, en fonction des buts intermédiaires qu'ils se sont donnés. Et ils vont tous vers Dieu, ils vont tous vers le ciel, mais de façon très différente. Je décide d'aller, je décide d'aller à Suresnes, là où j'habite, eh bien j'ai plusieurs moyens d'y aller, à pied, en voiture, en taxi, en transport en commun, etc. Et même dans les transports en commun, je peux passer par plusieurs routes. Eh bien ça, c'est la liberté, mais en revanche, le but, lui, il est fixé par ma nature. Ma nature, d'abord, le bien, dit Aristote, est ce que toute chose désire, tout être est orienté vers le bien, et non seulement le bien en soi, mais le bien qui est proportionné à ma nature, un bien humain, et qui, en l'occurrence, comme je ne suis pas un animal, est un bien qui est Dieu, connu par la raison, etc., d'un point de vue naturel, et en plus, comme il se trouve que je suis dans un état particulier qui s'appelle l'état surnaturel de la grâce, ce n'est pas seulement Dieu connu par la nature, aimé et vénéré par la raison, mais c'est proprement une union à Dieu par la grâce préparatoire à la vie éternelle du ciel, la vie surnaturelle de la gloire. Et ça, c'est pas au choix. Ça, c'est pas au choix. Il n'y a pas de choix sur la fin. Elle est déterminée par ce que je suis. Mais tout, je dirais, sur la route, tout est au choix. C'est-à-dire, tout est au choix, ça ne veut pas dire que je peux faire ce que je veux. Ça ne veut rien dire. Toutes mes actions doivent être proportionnées à la fin, au but, mais je n'ai pas, c'est pas dit, je dois absolument faire comme ça. Je dois trouver, parmi les divers moyens qui se présentent à moi, celui qui sera le plus proportionné dans mes circonstances concrètes, à atteindre ce but qui m'est donné. Voilà, donc très rapidement, si ça vous intéresse, ça c'est un cours de philo que je suis en train de vous faire, mais si ça vous intéresse, la liberté, c'est passionnant, tout ce qui concerne la liberté, mais c'est là que se situe la racine de l'erreur du libéralisme. C'est que dans la définition, il a gardé la première partie, pouvoir d'opérer par soi-même, et il a oublié dans le bien. Cependant, ceci, c'est le premier sens de l'antilibéralisme catholique. C'est antilibéralisme, 3 petits points, catholique. Mais nous avons dit qu'il y a un deuxième sens, c'est anti, 3 petits points, libéralisme catholique. Et il ne faut pas oublier cette dimension-là. En effet, après la Révolution française, qui est donc l'irruption et l'installation du libéralisme dans la vie politico-sociale, il y a quand même la Révolution française est une rupture profonde, ce qui ne veut pas dire qu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas des germes, disons, mais la société elle-même restait une société essentiellement catholique, et après, c'est une société essentiellement libérale, même s'il y a beaucoup de restes de l'Ancien Régime et déjà des prodromes d'après, il y a une différence essentielle. On ne va pas, je dirais, gloser là-dessus, mais ça mériterait d'être approfondi. Donc, comme cette société est devenue une société libérale, ça va faire que ça croître, mais enfin, dès la Révolution française, c'est un fait, eh bien, il se pose la question de la coexistence de l'Église et de cette société libérale, qui sont évidemment antinomiques, étant donné les principes fondamentaux. Principe de l'Église, principe du libéralisme, ça ne peut pas coexister en tant que tel. Donc comment est-ce que ces deux sociétés vont coexister? Alors, les catholiques libéraux, ce qu'on appelle les catholiques libéraux, qui se sont d'ailleurs appelés eux-mêmes, à certains égards, pas toujours, mais catholiques libéraux, vous connaissez cette phrase
Lacordaire, je veux mourir catholique pénitent et libéral impénitent. Donc il avait bien conscience d'être lui-même un catholique libéral. Donc les catholiques libéraux vont proposer une conciliation. Ils vont dire, bah oui, il y a problème, puisqu'il y a coexistence d'une église qui n'est pas libérale et d'une société qui est libérale. Ils vont proposer donc une conciliation. Donc, dont la grande caractéristique, évidemment, c'est l'absurdité et l'incohérence. M. Lefebvre aimait à répéter cette phrase qui, je crois, vient du cardinal Billot, n'est-ce pas, la grande caractéristique du catholique libéral, c'est l'incohérence. Hein, puisqu'il s'agit de marier l'inconciliable, de marier l'eau et le feu. Le libéralisme étant antinomique, et l'indépendance de Dieu étant évidemment antinomique de l'Église catholique, qui est au contraire la dépendance de Dieu. Ce qui fait que le catholicisme libéral est un mélange qui est toujours instable et détonnant, parce que ça ne tient pas la route, puisque ça marie deux choses qui sont antinomiques. Ce qui explique parfois, on a du mal un petit peu à comprendre les approches, parce qu'un tel, on se dit, tiens, sur tel point, non, puis sur tel point, il est très avancé, sur tel point, il l'est moins, ben, c'est normal, parce que c'est ce mélange, si vous voulez, d'eau et d'huile, on mélange, mais ça finit toujours par se reséparer, alors on remélange pour essayer que ça soit mélangé. Alors, historiquement, là c'est un sujet sur lequel j'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler, mais qui vraiment mériterait d'être approfondi. Historiquement, le libéralisme catholique est la conjonction de deux courants. Et ça, s'il y avait un jeune historien qui pouvait s'attaquer à ce sujet-là, ça serait vraiment passionnant. Le premier courant vient par le biais d'un homme tout à fait fascinant, qui s'appelle Lamennais, un homme très important de l'histoire du catholicisme français au XIXe siècle. Lamennais et son courant, si vous voulez, au départ, est fermement opposé à la Révolution et au libéralisme. Lamennais est un ultramontain et un royaliste ultra, comme on l'appelait, c'est-à-dire un légitimiste ardent. Donc il est pour les Bourbons, c'est une grande époque, vous savez que la Restauration est la période la plus forte période de l'anticléricalisme. Il y a une vague d'anticléricalisme extrêmement puissante. Les œuvres de Voltaire sont éditées par centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires à l'époque où on tire 2-3 000. Hein. Vraiment, ça n'arrête pas d'être édité. Et la pièce Tartuffe est jouée sans interruption comme un manifeste contre le cléricalisme. Pourquoi ? En particulier parce qu'après cette révolution, il y a les grandes missions en France, les missions de rechristianisation de la France qui lient le catholicisme et n'est-ce pas, les Bourbons, le royalisme. Et donc, ceux qui sont contre, bien évidemment, militent ardemment. Donc, Lamennais fait partie de ce courant. Il s'inscrit dans cette problématique. Mais ça, c'est quelque chose que le père Garrigou-Lagrange a bien analysé, qui est fort intéressant. Il montre que, en fait, Lamennais a une vision naturaliste de l'Église. Il n'a pas une vision surnaturelle, en réalité. Il n'a pas vu l'aspect surnaturel. Ce qui, évidemment, pour un prêtre, Lamennais sera ordonné prêtre, est assez étonnant, mais il a une vision, en fait, naturaliste. Il la voit comme la grande société, comme la grande structure, etc., mais pas comme la source de la vie éternelle, bien sûr. Et comme il attend de l'Église, de sa hiérarchie, du pape, etc., un certain nombre de choses selon son plan, parce que lui, il a concocté un certain plan. Et puis, justement, sur une base naturaliste, si vous voulez, il va être déçu. Il sera d'abord déçu des rois, puis il sera finalement déçu des papes. Et de déception en déception, il va finir par identifier complètement l'Église catholique et le peuple. L'Église, c'est le peuple, c'est l'Église. Bon, on pourrait parler de Lamennais pendant des jours et des jours, c'est des tas de choses à dire, mais disons, je vous ai donné quelques éléments, et ça, c'est la composante qu'on va appeler intellectuelle, celle qui va poser les bases intellectuelles du libéralisme catholique. L'autre courant, qui est moins connu et moins étudié, à mon avis, ça mériterait vraiment d'être approfondi, c'est ce qu'Émile Poula appelle le catholicisme bourgeois. Et je crois que c'est vraiment une idée puissante,
d'avoir repéré cette chose dont on parle très peu dans les livres, dont on parle très peu dans l'histoire, et qui est un élément très important de l'évolution du catholicisme au XIXe siècle. Ce catholicisme bourgeois, il vient par le biais de la politique pratique, des affaires économiques et des alliances de famille. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus discret, parce qu'il est intellectuel, il n'a pas de revues, il n'a pas des proclamations, il est très pratico-pratique. Les affaires économiques, la politique pratique, des gens qui ont des responsabilités politiques, et les alliances de famille. Et ce catholicisme bourgeois, en fait, est celui qui a déjà opéré dans la pratique, sans en avoir forcément la théorie, il a déjà opéré la dichotomie entre la foi spéculative, dogmatique, ainsi que les mœurs. Cette foi spéculative et ces mœurs restent catholiques. Ce sont des gens qui se disent, qui se veulent, qui se pensent catholiques sur le plan du dogme et sur le plan des mœurs. Et ils ont séparé, de facto, sans en avoir la théorie, ils ont séparé cela de leur vie dans le monde politico-économique. Et là, dans ce monde politico-économique, ils ont en fait une pratique neutre, qui n'a plus de lien avec la foi. Et donc ça serait à approfondir, mais c'est en fait ce catholicisme bourgeois, à mon sens, qui va fournir les troupes du catholicisme libéral et les réseaux d'influence, parce que ce sont des gens, effectivement, qui au niveau économique, qui au niveau politique, qui au niveau familial, sont puissants. Et donc il y aurait beaucoup à dire, à étudier. Je lance un appel aux jeunes historiens pour étudier tout ça. Alors, face à ce qu'on peut appeler le libéralisme simple, donc le libéralisme libéral tout simple, et puis face à ce libéralisme catholique, proprement catholique, donc ce mélange entre le libéralisme et le catholicisme, évidemment se dresse le corps de l'Église, et notamment les papes. Les papes pré-révolutionnaires qui ont déjà repéré les linéaments de tout cela, notamment, évidemment, les papes qui vont condamner la franc-maçonnerie. Eux ont repéré dans la franc-maçonnerie déjà les prodromes du libéralisme. Mais surtout, bien sûr, les papes post-révolutionnaires, qui vont donc de Pie VI à Pie XII, qui vont bâtir contre ce libéralisme, et ce libéralisme catholique, un très solide corpus doctrinal, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à étudier. Il y a un certain nombre d'ouvrages, de compilations, disons, mais pas forcément d'études absolument complètes sur tout cela. Alors, à la lumière de ce corpus doctrinal, donné par les papes, eh bien, vont se dresser un certain nombre d'hommes, et hommes en l'occurrence, on est au XIXe siècle, c'est non seulement être humain, mais même masculin. Il n'y a pratiquement pas de femmes, enfin j'en connais pas, je ne crois pas en connaître de femmes qui auraient écrit sur ce sujet-là. Donc beaucoup sont des religieux, prêtres ou moines, mais aussi des laïcs. Un homme comme Louis Veuillot, bon, pour n'en citer qu'un, évidemment, est un laïc, qui vont agir principalement par l'écriture. On est au XIXe siècle, la civilisation orale est en train de disparaître, la civilisation purement orale est en train de disparaître, et on n'est pas encore dans la civilisation radio-télé. Donc c'est par l'écriture que ces antilibéraux vont agir. Ils vont combattre et polémiquer, les deux éléments sont importants, contre les libéraux, surtout les libéraux catholiques. Ce qui caractérise l'antilibéralisme catholique, c'est évidemment la polémique contre le libéralisme catholique. Les catholiques libéraux qui sont les plus dangereux d'un point de vue, je dirais, stratégique, puisqu'ils se trouvent, comme dit saint Pie X à propos des modernistes, in sinu gremioque ecclesiae. Ils se trouvent dans le sein et à l'intérieur même de l'Église. Et donc ces auteurs vont bâtir un corpus doctrinal d'une grande importance, avec des ouvrages, grosso modo, qu'on veut évaluer à quelques centaines d'ouvrages. Entre 100 et 500, si vous voulez, entre 100 et 1000, si on veut vraiment être à la grosse, d'un
peu difficile, évidemment, parce que quelles sont les frontières, mais enfin, quelques centaines. Et des revues. Des revues. Il y a plusieurs revues. La grande revue antilibérale, bien sûr, très connue, ça s'appelle La critique du libéralisme de l'abbé Barbier, 150 numéros. Mais vous avez, bien sûr, la semaine religieuse de Cambrai, donc de Monseigneur de Lassus. Vous avez la foi catholique de Godot. Vous avez, ça s'appelait La Vigie de l'abbé, ça va me revenir, bon, peu importe. Donc vous aviez un certain nombre de revues. Et puis, bien sûr, la revue de Monseigneur Benigni, qui s'est appelée Roma, Agence internationale Roma. Enfin bon, il y a eu diverses noms. Alors, bien entendu, il faut souligner, il faut se souvenir, nous sommes ici dans un premier démarrage, il faut se souvenir que ces auteurs ne sont pas contentés, il n'y aurait peut-être pas besoin de plusieurs centaines d'ouvrages, de combattre le libéralisme, point. Sinon, peut-être quelques ouvrages suffiraient. Non, ils ont illustré la vérité de multiples façons, et ils ont attaqué de multiples erreurs, de multiples auteurs, etc., et ce qui fait que leurs ouvrages offrent un panorama très riche et très varié. Donc, on ne s'ennuie pas, si vous voulez, à lire les antilibéraux. Ça ne se répète pas de façon... Si, il y a des répétitions, bien sûr, mais parce qu'il y a diverses approches, divers tempéraments, diverses situations, etc. Alors, j'ai donné dans le livre quelques notes succinctes sur la notion de polémique. Est-ce que la polémique, c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que c'est catholique, c'est pas catholique? Bon, avec quelques... Bon, je n'y reviens pas, on pourra en parler si vous voulez, mais je n'y reviens pas. Alors, bien sûr, tous les antilibéraux n'ont pas la même importance. C'est normal. Dans un mouvement, si vous voulez, prenons cet exemple du romantisme, évidemment, tous les auteurs dits romantiques n'ont pas la même importance. Je veux dire, par exemple, Victor Hugo, c'est quand même un monument de la poésie. Pas le comparer avec, je ne sais pas, quel petit poète qu'on voit dans un petit coin du Lagarde-Michard. C'est pas là, évidemment. Il y a les grands romantiques et puis les plus petits romantiques. Il y a les grands antilibéraux et puis il y a les plus petits. Alors, ces antilibéraux n'ont pas la même importance, soit en raison de leur talent, ceux qui sont vraiment très talentueux puisqu'ils le sont moins, en raison des sujets qu'ils ont abordés. Il y a des gens qui ont abordé des sujets assez petits, minimes, et des gens qui ont abordé des grands sujets. Et puis également l'ampleur de leurs œuvres. Un Louis Veuillot, 40 volumes, ses œuvres complètes. Bon, c'est autre chose que des gens qui ont fait une brochure. C'est pas la même chose, bien sûr. Donc évidemment, il y a des différences, des distinctions, ce qui est logique, entre les antilibéraux. Par ailleurs, ce corpus doctrinal, idéologique, est relativement difficile d'accès. Parce que d'abord, on a dit que sa grande période, sa période, c'est le 19e siècle. Évidemment, le 19e siècle, maintenant, il y a un siècle qui nous en sépare. Donc, c'est plus difficile d'accès. Ce qui a un siècle, c'est plus difficile d'accès que ce qui vient de paraître. Souvent, à l'époque, ça a été l'objet de tirages faibles. Pas tous. Il y a des antilibéraux qui ont eu des tirages plus importants, mais souvent, c'était des livres doctrinaux, des livres spéculatifs, etc. Ce n'était pas toujours des grands tirages. Et la plupart n'ont pas été, ou très peu, réédités. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui ont eu des rééditions. Il fallait que ce soit des auteurs connus, qui aient du succès, qu'on continue à estimer un certain nombre d'années, peut-être même à leur mort. Ça n'est pas le cas de beaucoup, si vous voulez. Cependant, il se trouve que les évolutions techniques actuelles, c'est comme ça, merci parfois la technique, souvent elle est mauvaise, mais elle peut être bonne, et deux évolutions techniques actuelles les plus caractéristiques, c'est ce qu'on appelle l'édition numérique. L'édition numérique, donc, c'est une forme d'édition qui permet de tirer à l'exemplaire, pour un prix tout à fait comparable à l'offset, un tout petit peu plus cher, mais comparable à l'offset. L'offset, normal, il faut tirer au moins à 1000, maintenant, vu la crise du livre, on descend à 800, 700, tandis que le numérique, on tire à l'exemplaire. Et ce qui permet de faire un livre, je ne sais pas, vous le tirez à 50 exemplaires, il n'y a pas de problème si vous voulez. Puis quand vous voulez, vous en retirez 25, vous en retirez 10. Et puis Internet. Internet, c'est également une espèce de gigantesque bibliothèque. Il y a des fous qui
qui tapent des textes et puis qui les mettent à disposition. Ce qui fait que ces évolutions techniques rendent plutôt plus accessible ce corpus qu'il y a 25 ans. Il y a 25 ans, quand moi j'ai commencé, c'était les éditions originales, point. C'est tout ce qu'on avait. Il faut déjà se les trouver. Maintenant, on a accès à beaucoup de rééditions, un certain nombre de rééditions grâce à ces évolutions techniques. Et donc, vous trouverez un certain nombre de ces ouvrages, par exemple à la librairie France Livre ou à Duquesne Diffusion, puisque vous êtes des gens de la région parisienne, vous pouvez aller en librairie, vous avez un certain nombre de ces ouvrages. Par exemple, vous avez moi je l'ai acheté en édition originale, vous voyez la réédition de l'histoire du libéralisme catholique et du libéralisme social. Alors, évidemment, je vous conseille de les lire, hein, c'est le but de mon ouvrage. Mon ouvrage est un démarreur de lecture, donc je vous conseille bien sûr de lire ces ouvrages. Bon, comme je le dis dans le livre, c'est un peu difficile parce que, vu la difficulté d'accès, bon, je donne une petite liste indicative, je donne quelques éléments, vu la difficulté d'accès et vu le côté synthétique de la plupart des auteurs antilibéraux, je conseille de lire ce qui passe à votre portée. Il se trouve que vous trouvez tel bon livre, lisez-le. Si je vous dis lisez celui-là puis que vous ne le trouvez jamais, c'est un peu bête. Hein. Par ailleurs, c'est un des résultats de ce livre, Monseigneur Titien de Malray m'a incité à rédiger une série de portraits des antilibéraux, présentations biographiques, quelques extraits de leurs œuvres. Donc je vais essayer de m'y atteler, et ça, ce qui permet de se dire, tiens, voilà tel auteur. Si vous voulez, dans mon essai bibliographique, j'ai donné des références biographiques, c'est-à-dire j'ai dit, vous pouvez trouver la vie de ce gars-là à tel ou tel endroit, en fonction de ce qui existe. Par exemple, je ne sais pas, moi, prenons Labrière, le père Yves de Labrière, vous savez que dans le DTC aux tables, colonne 2843, vous avez une notice sur le père de Labrière. En catholicisme, volume 6, colonne 1539-1541, vous avez donc une notice sur le père de Labrière, etc.